Alors aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre une conférencière qui s'intéresse à la culture en santé et sécurité au travail et à son implantation au sein des organisations. Alors, comme à l'habitude, la présentation durera une vingtaine, une trentaine de minutes et une période de questions suivra. Vous pouvez poser vos questions au bas de la page de l'écran Zoom sous le Q&A et j'en ferai la lecture à Madame Neveu que je vous présente sans plus tarder. Alors, Madame Neveu détient un baccalauréat en sciences de l'Université de Montréal avec concentration en santé et sécurité, ainsi qu'un diplôme de deuxième cycle en gestion stratégique, santé et sécurité de l'Université de Sherbrooke. Elle a également à son actif plusieurs formations de perfectionnement en santé et sécurité, notamment en ergonomie cognitive et en sécurité électrique et sur la méthode ASA. Madame Neveu, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame Leclerc. Bienvenue et bonjour à tout le monde. Alors, parler de culture de santé et sécurité en 30 minutes, comme j'expliquais à l'animatrice, c'est pas une mince affaire. On peut aborder le sujet de tellement de façons. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire aborder ce sujet-là sur les essentiels d'une amélioration de la culture en santé et sécurité. Il faut comprendre que toute entreprise a une culture de santé et sécurité. Parfois, elle est favorable à la prévention et parfois, elle est plutôt élémentaire aussi. Donc, je vais partir ça. OK. Alors, le plan, un petit peu là, pour cette conférence-là, c'est la notion de culture dans une organisation, culture de l'organisation, culture santé-sécurité, les conditions à réunir pour une amélioration de la culture de santé-sécurité et les éléments essentiels à mettre en place pour une culture positive. Et finalement, et chez vous, si jamais ça vous intéresse, en tout cas, on pourra le regarder si on a le temps. C'est une série de questions que vous pourriez vous poser au sein de vos entreprises pour voir où vous vous situez au niveau de votre culture en santé et sécurité au travail. Alors, qu'est-ce qu'une culture d'organisation? Ça a commencé au début des années 80, ça qu'on a commencé à s'intéresser à la culture d'organisation. Mais la culture d'organisation, c'est elle qui sert à faire comprendre la façon de penser, puis la façon d'agir qui sont adéquates et lesquelles ne le sont pas au sein d'un organisme, que ce soit un organisme national ou international ou votre entreprise, tout simplement. Il y a trois choses qui traduisent un petit peu la culture. Hein? C'est perçu, on va se rendre compte que c'est perçu par les individus sur la base de leur vécu quotidien. Elle est ancrée, cette culture-là, dans leur interaction et dans leur perception. Donc, on va regarder c'est quoi une culture d'organisation. Ça désigne finalement les normes, les valeurs, les croyances, les principes, les traditions, les pratiques qui sont partagées au sein d'une organisation, puis qui vont influencer le comportement de tous ses membres, donc de la direction jusqu'aux employés. C'est aussi quelque chose qui est basé beaucoup sur la perception. Qu'est-ce qu'on perçoit, nous, comme individu? Et ce qu'on perçoit, ben, c'est les gestes, c'est les actions qui sont posées. Il y a plusieurs choses qui demeurent invisibles là-dessus. Donc, plus on va avoir de gens qui vont partager la même perception, mais plus on va pouvoir dire qu'une culture est forte ou, au contraire, qu'elle est faible. Oups. Non, attendez, bon, OK. Voilà, j'ai de la misère avec ma flèche. Alors, culture d'organisation, trois aspects. OK? Premier des aspects, ce sont les artefacts. OK? Et les artefacts, finalement, c'est la partie visible de la culture. OK? Donc, c'est les comportements observables, hein, l'entraide qu'il peut y avoir à travers les gens ou au contraire, on travaille en silo. La manière de s'habiller, même dans certaines entreprises. Les discours qui sont tenus, les logos, les slogans, toutes les choses qu'on peut voir. Alors, les artefacts. La deuxième partie, ce sont les valeurs. Les valeurs, elles sont choisies de façon consciente. Hein? Et c'est ces valeurs-là qui vont finalement aider à choisir les stratégies, les objectifs, la philosophie d'une organisation aussi. Les valeurs, elles sont transmises de la direction
et le management jusque vers les employés. OK? Donc, ces gens-là deviennent, si on veut, des gardiens des valeurs. Et une valeur peut être changée en cours de temps. Hein. Par exemple, si je prends au début du 20e siècle, hein, on ne parlait pas beaucoup d'environnement, c'était loin d'être une valeur, alors qu'aujourd'hui, pour plusieurs entreprises, c'est quelque chose qui est passé dans leur valeur, la préservation de l'environnement. Les prémices et les postulats, ça regarde plutôt les croyances sur lesquelles, qui sont l'essence d'une entreprise. Hein. Ça va facilement, là, ça opère au niveau de l'inconscient. On le voit pas vraiment. Ça porte sur la notion de vérité, le rapport au temps. C'est rarement remis en cause, là, ce genre de choses-là, contrairement aux valeurs. La culture de santé-sécurité, elle, ben, c'est un reflet de la culture organisationnelle. Hein. On ne changera pas les choses là, beaucoup par rapport à ça, mais il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Bon, on va en lire ici. OK, voilà, ça va être plus simple. Alors, c'est la somme des valeurs, encore une fois. Puis une valeur, c'est ce qui est bien, ce qui nous apparaît bien, ce qui nous apparaît mal, soit par rapport à la façon dont on a été éduqué ou quoi que ce soit, mais aussi avec notre jugement personnel, mais celui de la société aussi. OK? Donc, ça peut changer dans le temps, les valeurs. Les croyances, c'est ce que on pense vrai ou faux, c'est des théories, c'est les principes auxquels on adhère, etc. Mais il y a de vraies croyances, mais il y a aussi de fausses croyances. Et en santé-sécurité, on en a plusieurs fausses croyances. On va les voir un petit peu plus loin. Les attitudes, ben, c'est de la façon dont on va réagir face à certaines situations ou même à certains individus. Hein? Et finalement, il y a les normes de comportement, toutes les règles qui régissent la conduite des individus. OK? Alors, l'ensemble de tout ça, ça va déterminer comment est-ce que l'ensemble du personnel au sein d'une entreprise, de la haute direction jusqu'aux employés, va penser et agir quotidiennement à l'égard de la santé et sécurité au travail. On va regarder à présent les niveaux de maturité, parce qu'il y a des niveaux de maturité en culture. OK? On regroupe ça pas mal en 5 niveaux de maturité. Alors, je vais vous les expliquer un petit peu. Alors, le premier niveau, c'est les niveaux pathologiques ou le niveau de déni, si je veux. Ça peut être aussi, on pourrait l'appeler aussi comme ça. C'est pas pour nous autres, santé, sécurité. Nos opérations sont pas assez complexes ni dangereuses. Et c'était le cas de la mine de Westray qui a donné lieu, suite à l'accident qui avait tué 26 travailleurs, aux modifications du Code criminel canadien en regard de santé et sécurité au travail. On s'en soucie pas dans cette culture-là, trop de santé et sécurité. Puis quand il arrive un accident, ben en fait, la façon de réagir de ces entreprises-là, c'est de chercher un coupable. Donc, on va jamais très loin, disons, avec ça. La culture réactive, elle va porter, on éteint les feux. Hein. S'il nous arrive un accident, on est persuadé qu'on va toujours être capable d'y faire face. Fait que là, on se concentre un peu sur tout ce qui est santé, sécurité par rapport à cet accident-là, mais toujours en minimisant et les efforts et les coûts. OK? C'est des cultures organisationnelles qui sont vraiment axées sur les résultats et la minimisation des coûts. Troisième niveau, c'est le niveau de conformité. Niveau de conformité, on a déjà un chemin de fait pas mal. Hein? On a très souvent un engagement de la direction, on a des procédures qui sont là aussi. OK? Mais, puis on va être conforme à la loi. On s'assure d'être conforme aux lois et aux règlements. Donc, on va avoir mis plusieurs mécanismes en branle, etc. Mais ça réussit quand même relativement bien, mais on ne cherche jamais à aller au-delà de ça. OK? On pourrait dire que ce genre d'entreprises-là sont un petit peu dépendantes finalement de l'État. Ils attendent qu'on leur dise quoi faire en santé et sécurité. Puis ils vont le faire, mais ils ne cherchent pas à aller au-delà de ça. D'accord? Finalement, on a le niveau proactif. Bien, le niveau proactif, lui,
La conformité, oui, il est là, il n'y a pas de problème, mais il va aussi au-delà de ça. Il va prendre des initiatives parce qu'il est capable d'anticiper des choses qui arrivent hein, par rapport à leur milieu, à eux autres. Donc, ils vont se fixer des objectifs collectifs, par exemple, en santé et sécurité. C'est naturel pour eux autres de faire de la santé et sécurité. Ça devient une valeur qui est intégrée à ce moment-là, parce qu'on se rend compte que c'est bien tant pour les individus que pour l'organisation de travailler en santé et sécurité. C'est plus je dois être sécuritaire, je dois suivre les règles de sécurité, mais c'est je veux être sécuritaire. Alors, c'est tout un changement de mentalité et de façon d'envisager la santé et sécurité qui émerge à ce moment-là dans ces entreprises-là. Et pour en arriver à là, ben, une des choses, c'est qu'il y a un partage. On partage le pouvoir en responsabilité avec les employés. On leur confie des choses. Et plus il y en a qui sont impliqués, ben, plus il y en a qui vont s'impliquer, ne serait-ce que par l'exemple. Et finalement, on a le niveau génératif. OK? Ce niveau-là, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le top niveau, dans le sens que santé-sécurité devient quelque chose qui déborde de l'entreprise. OK? Elle va chercher à amener ses clients, ses fournisseurs, elle va les aider à évoluer en matière de santé-sécurité aussi. OK? Ça fait longtemps que c'est plus une priorité, santé-sécurité pour eux autres. C'est vraiment une valeur qui est intégrée à chacun des niveaux, puis dans toutes les activités de l'entreprise, tout ce que ça prend pour produire. Et en plus, ces entreprises-là vont toujours chercher des nouvelles façons de gérer ça. Ils vont innover constamment. Et très souvent, on s'en inspire beaucoup quand on est à des niveaux, à d'autres niveaux, au niveau proactif, au niveau confort. On se dit, mais mon Dieu, comment est-ce qu'ils font ces gens-là, puis tout ça. Mais ils transcendent, ce qui fait que souvent, on va chercher à les imiter. Alors, c'est pour ça que c'est plus juste à l'interne, ça devient aussi à l'externe. Alors, c'est le fun. Mais la culture, il faut savoir que c'est un résultat. Hein? C'est un résultat d'efforts, c'est un résultat aussi et surtout d'une façon de penser la santé-sécurité par la haute direction. Comment est-ce que la haute direction voit ça? En fait, on va réaliser qu'il y a 4 conditions de base, les fondations, les assises de notre maison, si on veut, OK, pour arriver effectivement à améliorer notre niveau de santé-sécurité, notre niveau aussi de culture de santé-sécurité. Alors, ces 4 conditions-là sont les suivantes et je vais les développer par après. Obtenir l'implication active et des orientations claires de la haute direction, la première. La deuxième, c'est favoriser la prise en charge. Donc, c'est quelque chose, la santé et sécurité, qui c'est pas la responsabilité d'un seul individu, c'est la responsabilité de tous les individus de cette entreprise-là. OK? Démystifier les fausses croyances, on en a parlé tantôt, là, dans les croyances qu'il y en avait qui n'étaient pas vraies, on va se rendre compte que c'est vrai. Et finalement, gérer les obstacles. C'est loin d'être un parcours sans obstacles encore. Il faut regarder, il faut être au courant un petit peu des obstacles qui peuvent arriver. L'implication active de la haute direction, ben, ça va surtout toucher 2 aspects des responsabilités de la haute direction. Okay? L'aspect que j'appelle un peu plus formel ou structurel, si on veut. Okay? Donc, il va être de donner les orientations et de fixer des objectifs, réalistes. Je porte votre attention sur le mot réaliste, parce que des fois, on a des objectifs qui sont des plus louables, mais qui ne sont pas atteignables dans un espace-temps là, raisonnable. Je vais vous donner comme exemple, si on se dit, ben, nous autres, on veut arriver à 0 accident. C'est très louable, mais il va falloir subdiviser cet objectif final-là en plusieurs sous-objectifs pour garder la mobilisation, puis qu'on ait à un moment donné des succès au cours de notre histoire. OK? Donc, où s'en va l'organisation en santé et sécurité? Assigner les rôles et responsabilités à toute la ligne hiérarchique. OK? Et pas juste la ligne de production, mais aussi la ligne au niveau entretien, la ligne au niveau des achats, au niveau des expéditions, dans tous les secteurs de l'organisation. Parce qu'on va voir que c'est important qu'on se les partage, les responsabilités.
La haute direction aussi, c'est elle qui est responsable d'assumer ses ressources humaines. Puis quand je parle de ressources humaines, oui, il y a le département de ressources humaines, mais l'ensemble de vos employés. Les ressources financières, matérielles et relationnelles, parce que ça va prendre beaucoup de communication pour arriver à faire évoluer l'ensemble de la culture. Ça va demander aussi de fixer des attentes, hein, pour chacun des acteurs, puis d'exiger des résultats qui devront être liés à l'évaluation de performance. D'accord? Ça va prendre aussi des indicateurs par rapport à ça pour nous dire où est-ce qu'on en est. Le deuxième aspect, c'est l'aspect qui est plus relationnel, mais je vous dirais qu'il est peut-être le plus important. OK? Ça veut dire qu'il faut que la haute direction exerce un leadership visible. Il faut qu'on les voit. Il faut qu'ils soient là. Il ne faut pas que ce soit juste des discours, mais il faut qu'ils donnent l'exemple. Et ça, on l'oublie assez souvent. Donc, un leadership visible, ça va aussi d'être présent sur le terrain, hein, ne serait-ce que quand tu traverses l'usine, de pouvoir dire bonjour au monde, de s'attarder à une chose, de pouvoir dire, hey, ça, il faudrait que ça soit ramassé, c'est dangereux pour tout le monde, etc. De montrer l'exemple, de participer à certaines activités. Quand on a un projet de modernisation ou un projet d'amélioration sur un équipement, ben c'est le fun quand un des hauts dirigeants va voir ce qui se passe. C'est très mobilisateur pour ceux qui travaillent directement sur le projet, mais c'est aussi, ça bâtit votre crédibilité, c'est passer le message. Oui, c'est important pour moi, puis je veux m'assurer que ça, on va être sécuritaire aussi là-dessus. Hein? Donc, des gestes et des actes observables, encourager les initiatives, comme je vous ai dit, allons voir les projets qui sont, et assurer un suivi. Hein? On s'est donné des objectifs, ils nous ont transmis des objectifs, des attentes, etc. Mais il faut les suivre. Il faut savoir, on est-tu sur le bon chemin ou si on tire de la patte? Puis si on tire de la patte, bien pourquoi? OK? Puis il faut nous prendre des indicateurs de performance et ça va nous prendre des indicateurs de performance, pas seulement des indicateurs réactifs, mais ça va nous prendre aussi des indicateurs proactifs. Parce que si on a juste des indicateurs réactifs, ça revient exactement à conduire une automobile en regardant uniquement dans son rétroviseur. Je vois très bien d'où je viens, mais je ne vois pas où je m'en vais. Alors que les indicateurs proactifs, eux autres, vont nous donner une idée de on est sur la bonne voie d'amélioration, on va-tu atteindre nos objectifs, etc. Alors, puis il peut en avoir là, beaucoup d'autres. Mais ce rôle d'exemple-là, il va devoir être partagé aussi par les autres niveaux au niveau de la hiérarchie, de donner l'exemple. Favoriser la prise en charge. La prise en charge, ça implique tout le monde, comme je l'ai dit, de la haute direction jusqu'aux employés. Donc, pour favoriser ça, ben, il y a des attitudes, en fait, il y a des comportements à mettre en place, là, de par, entre autres, les gestionnaires, la supervision, etc. Hein. Réagir rapidement quand on rapporte une situation dangereuse ou une problématique, ça veut dire aller voir, s'en préoccuper, mettre en place des mesures temporaires si on ne peut pas régler le problème tout de suite, mais il faut qu'on agisse par rapport à ça. Rétroagir aux employés, on leur demande beaucoup, très souvent, en participant à des inspections, à des enquêtes, de rapporter des situations dangereuses, mais on leur donne jamais de nouvelles par rapport à ça. Ça les démobilise. À un moment donné, ils arrêtent de nous les rapporter et on perd une source d'information importante. OK? Faire du renforcement positif quand on voit une amélioration dans un secteur ou sur un équipement ou quelque chose, ne serait-ce que sur la tenue des lieux, ça devient très important pour renforcer ce comportement-là. Former et informer, mais tout le monde, les gestionnaires, la supervision, les employés. OK? Et il est souvent important aussi que la direction participe ou à tout le moins soit présent pour initier les sessions de formation. OK? Pour transmettre, c'est quoi qu'on vise avec cette formation-là, c'est quoi nos attentes, etc. En quoi ça va être important, puis en quoi ça va les aider, eux autres aussi. Donc, c'est des choses qui sont très, très importantes et qui servent aussi à faire changer la perception des employés vers quelque chose qui va s'améliorer. OK? Encourager les initiatives de sécurité et la participation des employés. Bon, je vais vous donner un exemple, tout simplement en ce qui concerne l'analyse de risque. On aimerait ça que les employés puissent en faire à tout le moins une partie. Bravo, hurrah! Il faut les former, ces gens-là, pour commencer.
Hein? C'est quoi la méthode qu'on utilise puis comment ça marche? Il va falloir leur donner probablement du coaching pour les premières qu'ils vont faire aussi. Puis on va leur déléguer des pouvoirs, de pouvoir s'établir une cédule puis d'avoir du temps libéré pour être capable d'accomplir cette tâche-là. Mais par contre, on va leur fixer des attentes. On ne veut pas qu'ils s'éparpillent nécessairement partout. On veut qu'ils se concentrent sur un certain type d'équipement ou dans un certain secteur ou par rapport à l'utilisation de certains produits, etc. Et ils vont devoir répondre de ça. Des discussions, il ne faut pas arrêter d'en parler de santé et sécurité. Donc, avec les employés, lors des réunions, on les fait participer à ça aussi. Donc, ça devient très important. Éliminer les pratiques dangereuses. Dès qu'on en voit, il ne faut pas se fermer les yeux, il faut intervenir tout de suite. OK? Ça fait partie, si la santé et sécurité est une valeur pour nous, ben, faut qu'on le manifeste de façon positive. On va travailler, on va dire comme on dit, à éliminer toutes les pratiques dangereuses. Puis on va fêter les petites victoires. C'est super important. Tu sais, on a constaté une amélioration dans un département. Il y a un projet qui a été mené à bon terme, qui réussit, etc. Fêtons ces petites victoires-là. Ça prend pas grand-chose, des fois. Moi, j'ai souvenance d'un DG qui est arrivé à un moment donné, puis on venait d'atteindre là, le pourcentage de réduction qu'on voulait avoir. Alors, on était en plein été, il faisait très chaud. Alors, un après-midi, il est arrivé. Il y avait 3-4 glacières, puis il a distribué des popsicles à tout le monde. C'était une marque d'appréciation, de reconnaissance en même temps pour les efforts qui avaient été fournis. Donc, ça devenait le moteur à fournir d'autres efforts pour d'autres projets. Alors, ça fait partie, c'est ça une culture de santé et sécurité. Il faut être capable de faire ces choses-là. Démystifier les fausses croyances, oui. Et on en a plusieurs. OK? On en a plusieurs en santé et sécurité qui ont la vie plus ou moins dépendamment effectivement des milieux. Mais il faut arriver à démystifier ça. Oups, j'ai perdu ma petite flèche, excusez-moi. Alors, si l'employé veut prendre des chances, c'est son problème. Pas sûr avec ça. Le problème, c'est vous, l'employeur, qui l'avez. C'est vous qui êtes le premier responsable à santé et sécurité. Alors, s'il prend des chances, il faut s'interroger à savoir pourquoi il prend des chances. Qu'est-ce qui fait qu'il prend des chances? C'est-tu parce que on l'a trop poussé avec l'urgence de la situation? C'est-tu parce qu'il ne sait pas comment faire autrement, etc.? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est votre problème à vous en premier de par les obligations de santé et sécurité que vous avez. C'est de sa faute. Ça aussi, on l'entend. Hein? Il aurait dû faire plus attention, c'est de sa faute. Pas convaincu de ça. Très souvent, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre cette optique-là à un moment donné. Donc, il faut vraiment s'assurer à ce moment-là que on est sans tort, nous autres, avant de dire une affaire de même. Une autre qu'on entend, mais qu'on commence à entendre un peu moins, les accidents, il faut s'y attendre, ça fait partie de la job. C'est encore assez répandu, puis ça relève beaucoup des perceptions à ce moment-là que les employés ont. Si les employés voient continuellement des collègues se blesser, etc., puis que ça ne change pas, ben pour eux autres, ça fait partie de leur job. Mais c'est pas vrai que ça fait partie de la job. Ça marche, alors, 1000 excuses, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais t'excuser, pas de problème. Les mystères de l'informatique, comme on dit. Je vais reprendre à gérer les obstacles. Je pense que c'est là que ça avait lâché, tout simplement. Alors, on est une société qui valorise d'une certaine façon les risques. Hein? Les sports extrêmes, les publicités de performance, les films d'action, etc., etc., fait en sorte que ça se reflète aussi dans nos entreprises. Hein? On vit à l'intérieur d'une société, l'entreprise en fait partie. Donc, des fois, on va laisser passer certains comportements, on va laisser passer certains raccourcis dans les méthodes de travail parce que, bon, c'est pas si dangereux que ça finalement. Les conflits. Les conflits de travail, les conflits, ça a un impact absolument important sur la perception du dossier en santé et sécurité. Tant qu'il y a des conflits qui perdurent, on n'est pas capable de mettre en place d'autres mécanismes ou de faire avancer les choses. C'est une des choses qu'il va falloir gérer. Le manque d'appui et de visibilité des cadres supérieurs. Ou des gestionnaires. Là. Tout comme les hauts dirigeants, les cadres supérieurs doivent être engagés en santé et sécurité. Ils doivent avoir ça tatoué sur le cœur, comme on dit. OK? Ils doivent
puis on ne peut pas brûler les étapes. Si on veut que ça descende jusqu'en bas, ça ne peut pas passer directement de la haute direction aux employés. Il faut que ça passe à travers tous les niveaux. Donc, les gestionnaires, nos superviseurs, etc. Il faut qu'eux aussi soient embarqués à l'intérieur de ça. Il peut y avoir des aspects financiers à un moment donné qui vont poser, ou des problèmes de production qui vont poser des problèmes. OK? Faut voir la santé-sécurité davantage comme un investissement que comme une dépense. Oui, il y a des dépenses au bout, mais il y a un retour qui se fait sur l'investissement et ça prend un certain temps. Là, ça peut facilement prendre une couple d'années, mais il se fait ce retour-là. Par contre, évidemment, quand une entreprise est en mode service, ça peut être un peu plus difficile. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Ces choix-là devront être guidés par nos valeurs, OK? Puis, on devra probablement établir des priorités dans les actions ou les objectifs qu'on va ralentir peut-être, mais qu'on n'abolira pas complètement. La résistance au changement, ben oui. On est des êtres qui avons un petit peu d'habitude à faire chambouler nos façons d'être. On n'aime pas trop ça. Ça crée beaucoup d'anxiété, de stress chez nous autres. Donc, il va falloir gérer ça. L'absence de cohésion, je vous dirais, dans le discours, entre le discours et les actions, très souvent, dans les décisions qui sont prises dans les actions quotidiennes, ça va avoir un impact. Donc, il faut s'assurer que le discours est suivi par les gestes qui l'appuient et non pas par des gestes qui viennent contredire le discours. Et bon, je ne vais pas faire la bonne chose. Prérequis à tout ce que je viens de dire, améliorer le microclimat superviseur-employé. Si j'ai des conflits entre mes superviseurs et les employés, commencez par régler ça avant de vouloir faire des changements en culture parce que c'est une relation étroite quand même entre le superviseur et l'employé. Ils se côtoient à tous les jours, etc. Donc, si on veut faire passer d'autres messages, ça ne passera pas. Il faut qu'on règle ce conflit-là. Il faut aussi établir la crédibilité de l'organisation en santé et sécurité au travail. Okay? On peut faire un paquet de choses, mais il y a trois processus de santé et sécurité qui vont faire en sorte de poser votre crédibilité. Les inspections des lieux de travail, des vraies inspections avec des listes, puis noter les choses, puis trouver des correctifs. OK? L'entretien préventif de tous les équipements pour éviter des bris soudains ou des réparations de fortune, etc., comme j'en ai vu très, très souvent. C'est en attendant, mais ça fait 18 mois qu'on est sur l'entendant. Il est temps qu'on passe au permanent. OK? Et les mesures correctives, la mise en place. Bon, est-ce qu'on a perdu le contact encore une fois? La mise en place des mesures correctives. Hein? On a des mesures correctives là, dont on n'entend jamais parler. On a fait les demandes, on a fait ci, mais on n'entend jamais parler, puis les employés n'entendent jamais parler, puis on ne sait pas ce qui arrive avec ces mesures-là. Donc, c'est important que les mesures correctives soient mises en place le plus rapidement possible, en les priorisant, évidemment, selon l'importance du risque, mais même les petites mesures correctives, il faut les installer, il faut en faire part. C'est ce qui va témoigner vraiment de l'importance que vous accordez à santé et sécurité au travail, puis à leur bien-être aussi là-dessus. Ça devient très, très important. On va établir aussi, je dirais, un rapport proactif au risque. Il ne faut pas attendre que le risque se manifeste, il faut être capable de le voir à l'avant. Donc, les initiatives de sécurité, les réactions rapides aux situations, aux incidents rapportés, faire un partage de connaissances, hein, de savoir-faire, de trucs du métier, jumeler un de vos anciens là, qui travaille de la bonne façon avec un nouveau qui arrive. C'est une excellente façon de promouvoir aussi qu'ici, on veut que tu travailles de façon sécuritaire. C'est ça de la culture aussi. Les communications d'équipe qui sont très importantes. Une des choses qui manifeste effectivement cette chose-là, c'est quand un collègue dit à un autre as-tu besoin d'un coup de main, je vais t'aider, ou encore regarde, je ne sais pas, mais je pense que tu ne t'y prends pas de la bonne façon, puis que l'autre employé, au lieu de se mettre à chicaner, etc., va dire merci, je ne l'avais pas vu, celle-là. Ça fait partie des communications d'équipe, ce genre de choses-là. Et finalement, mais je reviens toujours avec ça, mais la rétroaction, c'est hyper important.
Éliminer les conditions dangereuses. Il y a des comportements de conformité, les règles, oui, OK, c'est vrai, mais il ne faut pas chercher à obtenir 100% de conformité à plein de règles. Il y en a toujours qui ne seront pas suivies. Quand on veut avoir des règles, oui, d'accord, mais la pire chose à faire quand on a des règles, c'est de se fermer les yeux quand ça ne fait pas notre affaire d'intervenir ou quand on se sent trop pressé pour intervenir. OK? Puis ensuite de ça, si on a des règlements qu'on sait qu'il va être, comment dire, il faut regarder avant de le promulguer, à savoir, on va être capable de le faire respecter. Alors, quand on parle de règles, là, il faut faire attention. Par contre, il y a aussi des comportements non prescrits qu'il faut encourager à aider un collègue, comme je disais tantôt, corriger spontanément un problème. Un employé est souvent capable de le faire de lui-même. OK? Fournir des idées de solutions, mais il faut aller les chercher. Puis pour leur apprendre à faire ça, c'est à chaque fois qu'on les rencontre sur quelque chose puis qu'ils nous rapportent à quelque chose de dangereux, c'est as-tu une idée pour régler le problème? Ils vont comprendre qu'on veut connaître leurs idées, OK? Puis à un moment donné, ils vont se mettre à en émettre une. Puis si on l'a écouté, puis que ça fait du sens, puis qu'on l'a pris, on va dire comme on dit, on l'a pris en conséquence, ben mon Dieu, il se rend compte qu'il y a son mot à dire aussi, lui aussi, par rapport à la sécurité, donc ça l'implique davantage. Ça relève ça aussi des initiatives puis de la prise en charge en matière de santé et sécurité. Finalement, les facteurs de succès, quand on regarde ça, c'est l'engagement actif de la direction, l'engagement actif aussi de la ou des unités d'accréditation, des interventions conjointes. Hein? Tant on va le faire quand on lance un nouveau projet, mais quand on se lance dans des nouvelles activités en santé et sécurité, quand on veut marteler un message, en fait, le faire comprendre l'importance, les deux doivent transmettre le même message. OK? La formation, l'information, il faut que ce soit là à tous les niveaux. OK? Il faut avoir des informations aussi qui sont claires, qui sont diversifiées, qui sont adaptées au langage des gens, à leur compréhension. Il ne faut pas oublier ceux qui ont peut-être des origines qui sont autres que les nôtres, qui peuvent avoir plus de difficulté à saisir certains messages. Donc, des fois, il y a des choses qui doivent être, ça vaut la peine de les traduire dans la langue là, qui prévaut en dehors de nos langues habituelles. L'intégration de la santé et sécurité, oui. Donc, comme je l'ai dit tout le long de mon discours, c'est que ça doit partir effectivement de la haute direction puis descendre à tous les niveaux jusqu'aux employés. Ce message-là doit partir de haut en bas, mais on doit être capable de faire part des préoccupations de bas en haut aussi. C'est super important. Et une fois que ça a descendu jusque-là, ça va être capable de se diffuser à travers toutes les unités de votre entreprise, en fait, tous les secteurs, les départements ou ateliers. Intégration de la santé et sécurité à tous les niveaux. C'est un projet qui ne se réalise pas en quelques mois. Ça prend du temps. Faut dire comme on dit, il faut planifier tout ça, il faut penser par où on veut commencer, il faut commencer par se poser des questions aussi comme dirigeant, à savoir, c'est vraiment important pour nous autres, santé et sécurité, ou si ça ne l'est pas, il faut commencer par là. Prévoyez un plan sur, je vous dirais facilement, 18 mois à 2 ans pour intégrer tout ça et ayez un bon plan de communication, de la patience et beaucoup de persistance. Alors voilà, ça va être à votre tour. J'avais préparé, puis je pourrais les transmettre si vous êtes intéressés, une série de questions que vous pourriez regarder chez vous, puis travailler avec vos équipes à savoir, on se situe où, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, puis comment est-ce qu'on s'y prend, quoi. Donc, ce genre de choses-là là, qui sont là. Mais là, la parole est à vous pour la série de questions. Parfait, merci beaucoup, Madame Neveu. Alors, en fait, les gens, pour poser leurs questions, là, ils doivent les inscrire au bas de la page. Donc, j'en ai deux. Donc, c'est moi qui va les lire, en fait. Donc, quel est le rôle des cadres intermédiaires en lien avec la culture en santé et sécurité? Je vous ai très mal entendu. Quel est le rôle de, après ça, je vous perdais. Oui, quel est le rôle des cadres intermédiaires en lien avec la culture en santé et sécurité? Les cadres intermédiaires, bon, ils portent différents titres dépendamment de la grosseur de l'entreprise, du type d'entreprise. Alors, disons que les cadres intermédiaires, ils ont un rôle super important en santé et sécurité au travail parce qu'ils vont devoir supporter, aider,
coacher même parfois les cadres de premier niveau, que ce soit superviseur, contremaître, etc. Ils vont agir aussi comme pour être là, pour me dire, comme on dit, les orienter, des fois répondre à leurs questions, pouvoir aller chercher quelque chose pour un projet qui serait avantageux pour certaines équipes, etc. Donc, ils vont devoir, eux autres aussi, être là. Participer aux choses, aux certaines activités au même titre que la haute direction. Mais surtout, ils doivent être en mesure d'appuyer puis de coacher les cadres de premier niveau qui vont en avoir grandement besoin. Et ils se doivent eux aussi d'être un exemple pour l'ensemble on va dire comme on dit, l'ensemble des employés. Ça peut être sur des choses anodines. On passe par l'usine le matin en arrivant, mais on ne met pas nos souliers de sécurité alors que tout le monde en porte son chapeau. Ça passe mal. On ne sent pas qu'il est investi à ce moment-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait aussi santé et sécurité tatouée au cœur, justement en raison de ça, parce que il y a plusieurs choses qui vont se ramasser sur son bureau de contremaître à lui tout seul. On ne peut pas lui demander de faire de la santé et sécurité s'il n'est pas supporté et aidé par les niveaux supérieurs. Est-ce que ça va pour ça? Oui, merci beaucoup. En fait, vous avez parlé beaucoup de valeurs, donc j'ai une question aussi concernant les valeurs d'entreprise. Alors, quelle est l'importance des valeurs dans l'entreprise? Mon Dieu, c'est super important, les valeurs. C'est ce qui nous définit aussi quelque part. Hein? On partage certaines valeurs que tout le monde a en commun, mais il y en a d'autres que dont c'est pas le cas. Les valeurs, en fait, une valeur, c'est que ça va servir de guide à la prise de décision. Que ce soit pour un agrandissement, que ce soit parce qu'il va falloir être prêt à investir au niveau sécurité aussi. Est-ce que c'est par rapport à une stratégie, à des objectifs à atteindre? C'est beau, mais il va falloir s'assurer va falloir que la valeur de santé et sécurité soit là pour s'assurer qu'on ne va pas sur des choses qui sont irréalistes ou qui vont faire en sorte que on va moins déclarer les événements ou les situations dangereuses. On va prendre des raccourcis, les employés. Bon, alors ce genre de choses-là, la valeur, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on peut tasser une valeur dans notre prise de décision. Et c'est surtout pas une priorité non plus. Dans le sens qu'une priorité, on en gère à tous les jours, tout le monde des priorités. Hein? On s'est mis des choses à l'agenda, puis là, il se produit d'autres choses. Puis on peut changer les priorités là, pour pouvoir s'adapter à ce qui est plus urgent, plus important. Mais une valeur, elle doit toujours être là. Je peux pas la tasser. C'est ça qui est ça, c'est ça c'est ça qui fait que c'est si important. On doit en tenir compte dans toutes les décisions qu'on prend. S'assurer que on vient pas, comment je pourrais dire ça, donc empiéter sur la valeur de santé et sécurité, puis dire, ben regarde, là, c'est bien une valeur, mais non, il faut faut qu'on le sorte, on va le sortir, puis on va prendre plus de risques. Et on vient de bafouer entièrement une valeur à ce moment-là. Ça va? Parfait, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci encore, Louise Neveu, c'était vraiment intéressant. Donc, merci aussi aux gens qui étaient présents encore une fois aujourd'hui. Alors, notre dernier rendez-vous de la saison sera le 10 juin prochain, donc à 11 heures. Et on va aborder la question de l'accueil et de la formation des jeunes et des nouveaux travailleurs. Voilà. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Bonjour, merci.